Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Homme de radio, vous avez su transmettre de bonnes ondes à vos auditeurs. Instit à la télévision, vous vous êtes fait un devoir de toucher le cœur des téléspectateurs. À 20 ans et 4 fois plus tôt qu'une, c'est une leçon, mais de vie, que vous donnez en transmettant vos rêves. Bonjour Gérard Klein. Bonjour, c'est bien. Jusque-là, c'est parfait. Alors, vous êtes une légende de la télévision avec l'Instit, une légende de la radio, pour ceux qui aiment la radio, car on va en parler. On a un peu oublié que vous avez fait un parcours. Et puis, vous sortez un livre pour vos 4 fois 20 ans. Gérard rêve encore. On va en parler très longuement tout à l'heure, car le principe des clés d'une vie, c'est aussi d'évoquer le présent, mais aussi le passé. Alors, le passé, c'est des dates. Et la première date que j'ai trouvée, Gérard Klein, c'est le 16 juin 1965. Une conférence de presse de Roland Dardin qui présente la grille d'été de France Inter et qui évoque la particularité de la station de Cannes, qui va tester de nouveaux animateurs, Françoise Charlotte Mahé, Chantal Sadorge et un certain Gérard Klein. Vous en souvenez de ça? Ah, parfaitement. Parfaitement, j'avais un petit costume pas cher. Oui. Je revenais du service militaire et j'avais toujours pas d'argent. En fait, on n'a jamais eu de rond, donc je voulais faire des études que j'ai pas terminées, bien sûr. Et le hasard a fait que voilà, j'ai fait de la radio. Et le 1er juillet à Cannes, ça a commencé et vous étiez mort de trac, mais en même temps heureux de parler devant un micro. Et alors, oui, c'est étrange. La plus grande peur de ma vie, je l'ai eue, c'était un petit peu avant ça, au bord d'une route. C'était encore Interservice Route et Roland Dardin faisait des radios-guidages. Embouteillage, radio-guidage, etc. Et moi, j'étais au bord d'une route et j'ai entendu Dardin, qui était à Paris en studio, dire alors, à côté au bord de la Nationale 7 ou je sais pas quoi, Gérard Klein. Et là, tout s'est arrêté. J'ai vécu un blanc et je me suis mis à parler et plus jamais de ma vie après, j'ai eu peur. C'est fou, hein? Ouais. Alors, cette radio de Cannes était une radio pour l'été, juste c'était un essai, un test. C'était un test. Roland Dardin donc voulait trouver de nouveaux animateurs. Il m'a envoyé. Il était directeur de France Inter à l'époque. Oui. De France Inter, voilà. Non, je me marre parce que j'ai vraiment rigolé. Donc j'ai vu la Méditerranée pour la première fois. J'avais jamais vu la Méditerranée. Et donc j'ai fait de la radio. Et là, il y avait un petit gars qui chantait, qui a pris C'est fini, un petit mec sympa. Puis il débutait, quoi. Ouais. Et donc tous les jours, il était là dans le studio. On était devenus potes. Mais ça va marcher. Je te jure que ça va marcher. Moi, je disais, je le passais sans arrêt. Qu'après C'est fini, c'était Hervé Villard. Et ben voilà. Je savais pas que tu l'avais mis. C'est vrai qu'elle était 65, vous avez lancé cette chanson. Mais ouais, mais on s'est lancé tous les deux. Moi, je savais pas du tout. Mais quand même, c'était bien. Je sais pas comment expliquer. C'est un ressenti, en fait. On écoute une chanson, alors évidemment, c'est pas Victor Hugo, c'est pas intellectuel, mais la variété, ça fait partie, c'est vrai, hein, de notre viande, en fait, de nos souvenirs à nous. Et ce truc qui faisait c'était évident. Et un tube, en fait, il faut que ce soit une évidence. Et vous savez que cette chanson est née dans le métro. Il fredonnait une chanson de Charles Aznavour, C'est fini. Il passe devant une affiche sur laquelle il est écrit Partir à Capri. Il a fait le rapprochement et il a écrit la chanson. Super, je savais pas du tout. Voilà. Alors, vous êtes né loin de Cannes, à Romilly-sur-Seine, dans la maison de vos grands-parents maternels, parce que c'était la guerre, Gérard Klein. Alors, 1942, attention, c'est pas hier. Donc, en effet, j'étais à Romilly, dans un petit pavillon, avec mon grand-père et ma grand-mère, qui étaient exceptionnels, mais vraiment exceptionnels. Ma femme et moi, je veux pas dire qu'on essaie, mais être grands-parents exceptionnels pour les petits-enfants, c'est le top. C'est mieux que la Rolex à 50 ans. Et donc, voilà, je suis né là. Une sage-femme a accouché ma mère. Ma grand-mère, je vous raconte tout, hein, ma grand-mère, elle m'a pris, il paraît, elle a mis ses mains sur ma tête et elle a dit à ma mère, il y en a là-dedans. C'est drôle, non? Romilly, d'ailleurs, il y a un autre chanteur qui est né à Romilly, c'est Rissé Barrier, premier pensionnaire du Conservatoire de Mireille, qui est également né pas loin de chez vous. Alors, vos souvenirs d'enfance, c'est quand même très limité à des odeurs et des sons, je crois, Gérard Klein. Alors, les odeurs, c'était le cambouis dans le petit garage de mon grand-père. Les sons, le son le plus inquiétant, le voisin, il s'appelait Marceau Legrand. Il avait une scie que j'ai, moi j'ai la même, une scie à bûche. C'est une lame, c'est circulaire, quoi. Et tu coupes des bûches, ça fait un beau son. Puis des fois, il arrivait le midi, à table on était, et il disait à mon père qui s'appelait René, « René, emmène-moi à l'hôpital ». Parce qu'il avait l'autre morceau de son doigt dans l'autre main.
Il buvait des canons un peu, donc il se coupait un doigt de temps en temps. C'est pas drôle, mais c'est comme ça. Voilà. Ensuite, vous grandissez à Montmirail dans la Marne, et finalement, la radio, vous allez la connaître grâce à votre père qui fabrique, et votre grand-père qui fabrique des postes de radio et des télévisions. Alors Qui voilà, en vendent plutôt. c'est ça, mon père vendait des postes de radio, et mon grand-père, lui, c'était un garage, un petit garage. Hein. Il était dans la mécanique, donc mon père réparait les postes de radio. Dans les postes de radio, à l'époque, il y avait un truc très agaçant à faire, c'était le câblage. C'est-à-dire que pour déplacer l'aiguille sur Radio Luxembourg, etc., il y avait des fils derrière avec des poulies. Et donc moi, j'étais très bon là-dedans. Donc c'est moi qui faisais ça. Et la radio, à l'époque, c'était Grandin, le grand maître des radios. Et son petit-fils, Franck Alamo, c'est lui, a écouté la radio grâce à ses postes, grâce à une antenne placée sur le toit de l'appartement, ce qui permettait de récupérer les radios pirates et les chansons avant tout le monde. Ouais. C'était une belle époque pour pirater, justement. Alors, ce qui vous passionne, c'est plutôt la campagne que la ville à l'époque, Gérard Klein. Mais toujours. J'aime bien, je sais pas pourquoi. D'abord, j'aime le matin. Ensuite, j'aime l'espace dans l'œil. Je trouve qu'on nourrit pas assez ses yeux. Dans les villes, on est limité à 50 mètres, 100 mètres, 40 mètres. Quoi. Donc, j'ai toujours essayé de vivre, dans ce qu'on appelle, vu de Paris, on appelle ça la campagne, avec un accent circonflexe. Et puis, l'école au début, c'est parfait. Certificat d'études premier. Ouais. Et de premier du canton. Après, ça s'est pas arrangé, je crois, parce que ça a été beaucoup plus rebelle, Gérard Klein. Ah voilà, après nous avons vécu une période psychologiquement très difficile. Non, mais mes parents ont divorcé, je ris, hein, Ouais. on peut. Quand on est âgé comme moi, en fait, on a des valises de souvenirs. Quand on a 20 ans, 25 ans, comme les gens jeunes qui sont là, ils ont pas deux valises, une de chaque côté, tu vois. Mais moi, j'ai un train de valises de souvenirs. Et donc là, en effet, je suis arrivé au Collège d'Épernay, pensionnaire, et je redoublais. En seconde, je me suis un petit peu emmerdé. Et en première, j'ai tout compris. Alors là, j'ai bien rigolé. J'ai fait 2 premières et 2 sciences ex. Voilà. J'étais bien nourri, je faisais du sport, j'étais en super forme et j'étais collé tous les dimanches. Voilà. Et vous aviez, je crois, des joutes avec votre professeur de philo, Oui. que vous surnommiez gangster. On l'appelait le gangster parce qu'il avait un par-dessus, il avait un chapeau mou. À mon avis, il pensait beaucoup à Bogart, Humphrey Bogart. Ouais. Il lui ressemblait, on l'appelait le gangster. Et moi, il nous faisait copier le cours. Alors, il nous parlait de Bergson, c'était son philosophe préféré, le philosophe chrétien, tout ça. Mais quand même, au bout d'un moment, je disais, monsieur, oui, Klein, qu'est-ce qu'il y a? Il me disait. Mais j'ai dit, je suis pas d'accord. Alors, mais il fallait quand même argumenter. Il était brillant, il était bon, tu vois. Et là, toute la classe me regardait en disant, oh la vache, pourvu qu'il y arrive, pourvu qu'il y arrive. Donc, des fois, je tenais un quart d'heure, 20 minutes. Donc, ouais, tout le monde était content. Mais ça le faisait rire, le bonhomme. Ça le faisait rire. Et puis, il y a quelqu'un à qui vous devez beaucoup aussi, le nom est incroyable, Monsieur Poilot, Oui. qui est un instituteur grâce à qui vous avez appris l'allemand, je crois. Ben oui, il s'appelait Poilot. Alors, c'est pas facile à porter quand même. Monsieur Poilot, à Montmirail, je l'ai eu de la toute petite classe, quoi, CM1, un truc comme ça, jusqu'à la 6e. C'est lui qui nous a fait la 6e, et depuis avant la 6e, il nous faisait apprendre l'allemand. Et c'est vrai que c'est une langue que j'aime beaucoup. Bon, j'ai tout perdu, enfin, j'ai tout oublié. Mais lui nous a donné le goût de cette langue allemande. Et puis vous aviez des copains, alors là le racisme n'existait pas, il y avait des copains de toutes les races, de toutes les religions, Gérard Klein. Ah ben dans le dortoir au Collège d'Épernay, il y avait Mustapha Bouchnafa, peut-être qu'il m'écoute d'ailleurs, il y a une fille qui est médecin, salut Staff. Et il y avait Mustapha, il y avait un Africain, un ami africain qui venait je pense du Sénégal, il y avait des juifs tunisiens, juifs espagnols et tout, on était tous mélangés, il y avait beaucoup de pieds noirs qui revenaient en fait, et à aucun moment, je vous jure que c'est vrai, j'en parle souvent, à aucun moment on était tous les mêmes, quoi. On dormait pareil, on se rendait bien la gueule et à aucun moment, c'est très étrange, un sentiment quelconque de différence ne nous a habités. C'est bizarre de le ressentir aujourd'hui, âgé, tu vois, et je comprends pas. Oui, ben, il n'y a peut-être pas grand-chose à comprendre, justement. Ah bon, merci. Alors, il se trouve aussi que vos études se sont terminées par le bac, un bac avec une mention bien, mais vous l'avez travaillé dans une chambre où Gustave Eiffel a habité. C'est incroyable. Alors, la chance, ma mère, ma sœur et moi, donc on était toujours un peu... On était dans la merde, on va dire, et on avait loué une partie d'un appartement à une dame. Moi, je dormais sur un petit lit de camping et tout ça, et dans le même immeuble, avenue Rapp, je peux le dire, habitait une dame descendante de Gustave Eiffel. Moi, je m'étais évadé du collège d'Épernay, je m'étais sauvé avant la fin de l'année pour réviser, parce que je me suis dit, il faut que je l'ai quand même mon bac. Et cette dame, elle m'a dit gentiment, eh ben, je vais vous prêter un petit endroit, un petit studio, une petite chambre, venez avec moi. On est monté tous en haut de l'immeuble, Square Rapp exactement. Et elle m'a dit, eh ben, vous voyez, et mon arrière-grand-père,
c'est là qu'il travaillait. Et donc, j'étais dans un tout petit bureau d'Eiffel. Il n'y avait rien, il y avait une table, c'était hyper simple, une fenêtre, j'étais dehors. Ça m'a poussé, mais ça m'a tellement ému, j'ai eu mon bac. Voilà. Et ensuite, vous avez fait médecine, mais ça a duré 1 an, je crois. Ah oui, ça suffisait largement. Hein. J'ai vu arriver dans le petit bouquin, je le raconte, des mecs qui avaient des voitures, des copines et tout, et moi j'étais vraiment pas du tout du même niveau, donc je suis parti à l'armée, en Allemagne. Et en même temps, juste avant, car il fallait bien payer la médecine, c'est là où vous avez rencontré Roland Dordain, qui n'était pas encore directeur de France Inter, et qui vous a engagé la nuit pour Interservice Route. Voilà, Interservice Route. Donc on répondait à des gens qui nous appelaient, qui avaient des gros camions. Et à l'époque, les routes n'étaient pas aussi bien faites qu'aujourd'hui. Donc quand une route dégelait après l'hiver, c'était une éponge. Donc si on mettait 44 tonnes dessus, on écrasait la route. Et donc nous, on disait non, alors là, vous allez passer par la nationale machin, après vous faites un détour là-bas, etc., etc. Et donc là, il y avait Jean-Louis Foulquier, il y avait Bernard Gollet, il y avait Jean-Pierre Rue qui a fait du son pour le cinéma. Mais là, on s'est bien marré aussi, là. C'était Oise avant la lettre, finalement. Mais exactement. Ah oui, bien avant la lettre. Alors après, il s'est passé d'autres choses. On va en reparler avec une autre date, le 17 janvier 1970. À tout de suite sur Sud Radio avec Gérard Klein. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie avec une légende de la télévision et de la radio. Le retour de Gérard Klein pour ce livre Gérard rêve encore, livre disque dont on va reparler tout à l'heure. Mais on en revient à votre parcours et j'ai trouvé une date, le 17 janvier 1970. La TSR diffuse un film sur RTL qui débute ainsi. Et vous apprend ce qu'est le peeling, base de rajeunissement du visage. Votre beauté traite le problème capital de la disparition. Une pub de Gérard Klein, tout barbu, qui débute le film racontant l'histoire de RTL. Ah, incroyable, je m'en souviens pas du tout. C'était une pub pour Votre Beauté, un journal. Ah, dis donc, t'as vu les cheveux, la barbe et tout, là. Et d'ailleurs, dans ce film, on voit Bouvard, c'est en 70, qui annonce qu'il va se retirer du micro quelques mois plus tard. 53 ans après, il y est toujours. Oh, il était extra, il est top. Alors, la radio, effectivement, ça a commencé à Inter, après les remplacements, et finalement, vous avez fait Inter, et vous êtes ensuite arrivé à RTL, où vous avez réussi la performance, Gérard Klein, de tripler votre salaire en arrivant. On peut le dire ? Oui, alors oui. Oh, alors je le raconte. J'étais à France Inter, je travaillais tous les jours. Déjà, c'est interdit. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je faisais un truc qui s'appelait La Clé sous le paillasson, où j'imitais Aznavour et tout ça, plein de gens. Et puis je faisais des sketchs, en fait. Et 6 000 francs par mois. Je vais dire les chiffres, hein, on s'en fout, il n'y a pas de honte. 6 000 francs, c'était par mois. Je me fais virer. Dordain m'a viré un jour parce que j'étais parti une semaine en voyage et comme je savais qu'il allait me dire non, tu peux pas partir, j'avais enregistré 1 semaine d'émission. Oui. Seulement manque de peau, Dordain, peut-être le mardi ou le mercredi, il appelle le technicien en bas, il lui dit à Gérard de venir quand il aura fini son émission. Le gars lui dit, ça va être dur, il est pas là. J'étais au Canada, j'étais loin, tu vois. Oh là, donc je suis rentré dans son bureau après être revenu de ma semaine, donc. J'ai ouvert la porte du bureau, j'ai regardé, je lui ai dit bonjour, il a mis le bras, tout le monde voit l'image, hein, il est debout, puis le bras droit, il va le mettre à l'horizontale en me montrant la porte du bureau, il me dit, t'es viré. Moi, ça m'a fait rire. Oh, ben, j'ai dit, je comprends. Donc, je suis parti. Et puis là, quelques jours après, il y a un monsieur qui s'appelait Raymond Castan, qui était un mec extra, qui m'a contacté, qui m'a appelé là où j'habitais, chez la personne avec laquelle j'habitais, en fait. Et il m'a dit, alors, est-ce que vous voudriez qu'on se rencontre? Je pourrais vous proposer quelque chose. Et on est allé boire, moi j'ai bu un coca, un truc complètement bio, un bon coca. Et combien vous voulez? Je dis, moi je voudrais 20 000 par mois. Le lendemain, il est revenu, il m'a dit 18 000. Oh, j'ai dit quand même, pour 2 000, vous m'égotez. Il m'a dit, mais vous verrez chez nous, vous allez faire des publicités. Et donc, j'ai triplé mon salaire. Et vous avez fait des pubs, celles qu'on a retrouvées en particulier. Donc, vous êtes arrivé à RTL et vous aviez créé déjà à France Inter un premier hit parade, ça n'existait pas. Et le point de départ, c'était cette chanson.
Whiter Shade of Pale. Ah là, Gary Brooker, il a pas mis le début là, fallait en être au début, hein. Au vrai bon début. Le gars s'appelle Gary Brooker, c'est un pêcheur à la mouche et à l'époque à France Inter avec Jean. Dès que je fais trop long, tu m'arrêtes. Non. Avec Jean-Marie, on avait un monsieur qu'on appelait Big Ben évidemment parce qu'il était anglais et qu'il allait traîner dans les studios du Marquis Club, ça s'appelait. Et Big Ben me rapportait des chansons, mais des trucs vraiment bien, tu vois. Il m'a apporté No Milk Today, Que personne ne connaissait. Que personne ne connaissait, des trucs des Bee Gees. Et un jour, il arrive avec We Give the Night Fandango, White Shade of Pale. Oh, Jean-Marie Houdou. J'ai dit Jean-Marie, on prend ça comme indicatif. Et donc, j'ai pris pendant plusieurs années, paf, White Shade of Pale. Voilà. Et ça a été France Inter. Ensuite, il y a eu RTL et il y a eu mai 68 quand même à France Inter, où il y a quelqu'un qui vous a proposé une somme pour les grévistes. Alors, le monsieur qui m'a proposé une somme, ma sœur, en fait, travaillait dans ses bureaux. C'était le baron Edmond de Rothschild, qui est vraiment une belle personne. Enfin, pour moi, il m'a appelé et il m'a dit, voilà, votre sœur m'a dit que la grève... Il m'a donné 20 000 francs. De bâton, je parle beaucoup d'argent, mais quand même. Mais j'ai dit, je vais vous faire un reçu. Il a rigolé. Il m'a dit, mais non, mais enfin, j'ai confiance en vous. Je suis arrivé voir les amis grévistes et ils m'ont envoyé sur les roses. Ils m'ont dit, mais on n'en veut pas. Mais j'ai dit, mais si, c'est de l'argent, c'est ce monsieur. Donc j'ai dit le nom du monsieur et tout. Eh ben, ça leur a pas plu. Ils m'ont fait un reçu à moi. Ils m'ont dit, on te fait un reçu. Ben, j'ai dit, c'est pas moi. Faites un reçu à ce moment-là au nom de ce monsieur-là. Non, ils ont mis Gérard Klein, donné 2 prix. Donc, je suis retourné le voir et puis on a rigolé. Voilà. Alors, il se trouve aussi qu'à RTL, vous avez inventé une émission qu'il faudrait reprendre aujourd'hui, vu l'état de l'éducation nationale. Vous faisiez tous les soirs les devoirs des jeunes auditeurs. Ça, c'est inattendu et personne n'a jamais fait. Et vous avez eu les premiers consultants, car ça n'existait pas, Gérard Klein. Exactement. Ah, c'est marrant. Donc, j'avais eu cette idée parce que je me disais, enfin, je n'ai pas souffert au collège ni à l'école, mais je me suis emmerdé quand même. Globalement, c'était pas drôle. Il n'y avait pas d'attirance, quoi. C'est comme si on vous donne, vous allez manger des raviolis extraordinaires, sauf qu'ils sont froids et congelés. Donc, tu les manges pas. Et là, je me disais, il faut trouver un truc qui soit marrant quand même. Et donc, j'avais au téléphone des élèves de terminale, de 6e, de 4e, des enfants, des gens jeunes en tout cas, qui me disaient, moi j'ai une disserte ce soir, c'est un peu compliqué, c'est quoi? Alors ils me donnaient le sujet. Et au téléphone, on avait trouvé, des profs jeunes, à droite, à gauche, un peu partout, qui étaient volontaires. Donc j'en appelais un, je lui disais, voilà, regarde, le sujet c'est ça. Donc le gars faisait pas la dissertation, mais au moins indiquait la structure et les choses comme ça. Ce qui fait que pour une personne concernée, c'était formidable, mais pour toutes les autres personnes qui jamais n'avaient abordé la philo, peut-être pas été beaucoup à l'école, où ça les avait emmerdés, ils écoutaient. Tout le monde était vachement content. Voilà. Et c'est une émission formidable qui a très bien marché auprès des jeunes. Vous avez aussi dédramatisé les mathématiques, Gérard Klein. J'ai essayé, moi j'ai une grande affection pour les nombres premiers, je ne sais pas pourquoi. J'adore, c'est pas à toi que je vais le dire. Lui, il vous le dira jamais, mais il a fait des études, de longues études. Les nombres premiers, c'est magnifique. Oui. Un nombre premier, c'est un nom qui n'est divisible que par lui-même ou par l'unité. Donc 17, pour moi, c'est magnifique. 17, c'est un bouquet de fleurs, quoi. Mais cette émission, il faudrait la reprendre aujourd'hui, alors que l'éducation nationale a des problèmes. Pour apprendre aux jeunes le français, les maths, voilà une bonne formule. Vous connaissez des gens dans une radio, vous? On peut demander. C'était une époque où tout était possible à la radio. Oui. Il y avait une insouciance totale. On rigolait bien. On rigolait bien. Moi, j'avais été invité par le duc et la duchesse de Bedford avec Big Ben, avec mon pote Big Ben. Ça s'appelait Woburn Abbey. Woburn Abbey, c'est un château et tout. Et ils avaient, bien avant tout le monde, fait une sorte de festival de guitare et tout. C'était folklore. Oui. Ils avaient reçu les Beatles en présence d'une jeune Chantal Goya, qui était Chantal de Guerre, qui était là parce qu'elle était la petite amie de leur fils. Voilà. Elle ne me l'a jamais dit. Elle le dit maintenant. Jean-Jacques. Et puis ensuite, vous êtes allé à Europe 1, où là aussi, vous avez animé toutes les tranches possibles de la station, Gérard Klein. Alors, je suis arrivé le matin pour faire 9h, 11h, et puis il y avait vraiment, ça marchait pas. Hein. Et puis au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, il y avait des pubs, dis donc, beaucoup. Et donc, je suis allé voir Monsieur Floira, le propriétaire. Le monsieur qui est rentré chez lui à midi en disant à sa femme, tu la connais, j'ai acheté une radio. Et sa femme, elle lui dit, on en a déjà une. Il lui raconte la suite. Oui, il a acheté Europe numéro 1. Exactement. Je trouve l'histoire, elle est extra. Donc, je suis allé voir Monsieur Floira, et j'ai dit, mais vous avez vu Monsieur Floira? Je suis arrivé, il y avait 2 pubs, et maintenant, il y en a 14. Faut qu'on partage. Je lui ai dit, c'est pas que je suis pas intéressé par l'argent, mais quand on fait un truc qui fonctionne bien, on mérite de partager, je trouve.
Sinon, on fait ce qu'ils appellent une grève. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il a rigolé. Il m'a dit, va voir Maurice. C'était Maurice Siagel qui était le directeur. J'ai dit, monsieur, j'ai vu le chef. Il m'a dit de venir vous voir. Qu'est-ce que tu veux encore? Il me dit, des sous. Je lui ai dit, donc, c'était ça les rapports, quoi. Voilà, c'était ça. Ah ouais. Et il y avait une ambiance. Il y avait deux animateurs qui vous ont marqué. C'est Maurice Gardette, qu'on a oublié aujourd'hui, et Maurice Biraud, qui était l'animateur vedette du matin. Alors voilà, Maurice Gardette, il était à France Inter. J'ai toujours une photo de lui et j'ai mieux que ça, j'ai son micro écrit, gravé dessus Gardette. Maurice, il me l'a donné. Il m'a dit, il n'y a que toi qui le mérite. Donc ça, c'est vachement émouvant. Après, il y avait Maurice Biraud. Et Maurice Gardette a inventé le style meneur de jeu. Ah, il a tout inventé. Il était bien arrangé. Hein. Il ressemblait à l'un des frères Marx. Oui. Ah, j'ai une photo, je te la montrerai. Il racontait, il était libre avec un micro. En fait, c'est un truc excitant. Et moi, ça m'incite à raconter des conneries. Donc, j'ai raconté que des conneries. Et moi, je n'ai jamais rien préparé. C'est horrible. Pendant 12 ans de radio, j'arrivais les mains dans les poches. Et puis, je disais, dis donc, dehors, c'est les silences, en fait, qui attirent l'attention. Dehors, je veux pas dire, mais c'est le bordel. Tu vois? Alors là, tout le monde imagine un truc. Tu vois. Et Maurice Biraud? Alors Maurice Biraud, je l'ai rencontré, je l'ai connu, bien sûr, on s'aimait beaucoup. Et puis il me disait, bon, c'est un peu prétentieux de dire ça. Il me disait, il y a que toi pour lui qui lui succédait, tu vois, etc. Maurice Biraud, c'était extraordinaire. La radio, d'abord, avait une importance beaucoup plus grande. Europe numéro 1 à l'époque, c'était vraiment la radio conviviale, marrante, ça déconnait, c'était brillant, vraiment. Et Maurice, il faisait ce que je faisais après, quoi. C'est-à-dire, il se passait des trucs dans sa vie, dans la vie, et tout. Il était chaleureux. C'est des gens qui aiment les gens. Vous ne regrettez pas la radio? Vous n'avez pas la nostalgie de la radio, Gérard Klein? Nostalgie, non, mais c'est vrai que c'est de toute ma vie, c'est le truc le plus marrant à faire. Quoi, ah oui, mais vous avez d'autres choses qui vous ont rendu encore plus célèbre. On en parle avec une autre date, le 27 octobre 1993. À tout de suite sur Sud Radio avec Gérard Klein. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gérard Klein. On a parlé de vos débuts, de vos 12 années à la radio qui sont entrées dans la légende des ondes. Et puis un jour est venu quelque chose d'autre qui vous a rendu encore plus célèbre pour plusieurs générations. Le 27 octobre 1993, début de cette série. Car pour plein de Français, vous êtes l'instit, Gérard Klein. Eh oui, je m'en rends compte, hein, je m'en suis souvent rendu compte, mais depuis que j'ai arrêté, évidemment, la série, ça me touche beaucoup, parce que je vois des gens de 25, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, sans dire, qui ont tous vu la série, quoi. Et qui sont tous attachés aux personnages que je suis pas acteur, enfin, je me sens pas acteur ni comédien, je suis... le fils de René Klein, de André Destonnet, je suis un petit gamin de la campagne en fait, curieux et avec des petites pattes pour courir partout. Donc dans ma tête, je cours, je gamberge et un jour ce truc est arrivé et je l'ai pas fait exprès en fait. Et tout a commencé par un coup de fil de Pierre Grimblat qui vous propose un scénario, je crois pour un unitaire. Alors voilà, on était en Auvergne, donc Françoise, les filles et moi, on n'avait plus de sous parce que ça faisait 1 an que j'avais pas travaillé, on était vraiment raides. On essayait de vendre la maison qu'on avait achetée avec une joie incroyable et pas beaucoup de sous non plus. Ouais, je parle beaucoup d'argent. Hein. Et, ça dépend de souvent l'argent, quand on est NAIT dedans, ça fait plus rien, quoi. En revanche, quand on n'en a jamais eu du tout, soit ça te démonte le cerveau, soit au contraire, moi ça va, je m'en fous, on s'en sert, etc. Ouais. Donc le téléphone sonne en Auvergne, Pierre Grimblat, puis salut, ça va? Producteur célèbre. Voilà, Hamster Production. Je t'envoie un scénario, tu le lis, tu me rappelles. D'accord? Le scénario arrive le lendemain, je reste là sur les marches, sur la petite place de la mairie, là-bas à Blel, et puis je lis. Je referme, je dis à Françoise, ça, bien mené, c'est une rente. Je rappelle Grimblat, tout de suite, il me dit, bon, tu viens à Paris. Quand? Maintenant. Merde. Et donc, je suis reparti à Paris, et là, j'ai rencontré une costumière qui voulait m'habiller comme ci et comme ça. Non. J'ai dit, le mec, il aura une chemise bleue. Pourquoi? Parce que ma femme m'a dit que c'était la couleur du savoir. C'est vrai, en plus. Oui. Bleu en lin, j'ai dit. Pourquoi? Parce que ça fait des plis. C'est moche, c'est pas moche, au contraire, c'est très élégant, mais c'est vivant.
Ah bon? Et il aura un pantalon noir, un jean noir. Et la fille me disait, mais pourquoi? Parce que, je dis, il va se promener dans une classe, donc il y aura des t-shirts roses d'enfants de couleur. Si c'est noir, on verra pas. Et il y aura des Timberland. Je lui dis, pourquoi? Parce que c'est la chaussure. Et après, je te raconterai pourquoi les Timberland. Oui. C'est grâce à Michel Piccoli. Oui, ah bon? Oui. Qui m'avait prêté un jour des Timberland. On a la même pointure de pied exactement et le même tour de tête. Donc on rigole. Et les Timberland, j'ai découvert ça au début. C'était extraordinaire. Et donc, tout le monde me disait, mais non. Après, je suis allé chez Kettner, ça n'existe plus, un truc de chasse. Et j'ai acheté une veste assez moche, avec un soufflet dans le dos, du cuir au coude et tout. Et je me suis dit, voilà, le mec, il est habillé comme ça. Et je me suis bagarré avec les costumières après, qui voulaient lui mettre un pull chic, un foulard. Non, je dis, à la première image, il faut que, tac, tout de suite, on voit. C'est lui. Donc, c'était Todor Novák. Voilà. Et le premier épisode est un triomphe, à tel point que vous recevez, chose exceptionnelle, un coup de fil du président le lendemain matin. Extraordinaire. Bourges, le président Bourges qui m'appelle, après on était rentré à Oudan et qui a la diffusion, il m'a dit on a fait 11 millions, 51% de part de marché. Mais j'ai dit, monsieur, c'est la première fois qu'un président m'appelle, tu vois. Ils étaient tellement contents, mais vraiment bien. J'étais content. Il paraît que l'idée viendrait de François Mitterrand lui-même, Gérard Klein. Je suis entouré de François, ma femme c'est Françoise, François Mitterrand, pardon, et François Luciani. François Mitterrand a dîné un soir ou déjeuné, je ne sais pas, avec Roger Hanin, c'est vrai l'histoire. Hein. Et il a parlé des instituteurs en disant, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose sur les instituts. Comment Roger, après a déjeuné avec Pierre Grimblat, lui a dit ça. Pierre Grimblat a appelé le président Bourges, tous ces gens-là se connaissaient. Tu sais, c'est comme les chaînes moléculaires. Hein. Ouais. Un atome de carbone, on a 4 hydrogènes derrière. Et donc, c'est exactement ça. Ils étaient très liés. Hein. Et le président Bourges a dit, on arrête. Ils commençaient un tournage d'une série de professeurs je sais pas quoi. On a tourné 10 jours après que je sois rentré à Paris. Donc, c'était rapide. Et c'était la volonté du président, on va dire. Donc, merci François. Le premier épisode, c'est François Luciani. François avait déjà proposé ce film à Grimblat, qui l'avait refusé en fait. Et là, il est revenu avec le même scénario. Et le père de l'Institut, c'est François Luciani, vraiment. Et François Mitterrand, c'est cool. Ça fait cool. Et ça a duré 10 ans. Parce que vous n'imaginez pas au début. Une douzaine d'années, ouais. C'est ça. Mais après, j'ai commencé, j'avais 50 ans. Je m'en suis rendu compte après. Et j'ai arrêté, j'avais 62 ans. Je trouve c'est bon. Vous auriez pu continuer un petit peu. Ça dépend des lois. Oui. Il paraît qu'il y a des changements. Oui. C'est vrai. Mais en même temps, ça vous a empêché de vieillir, cette série, Gérard Klein? Je sais pas. Ce qui empêche de vieillir, je pense que c'est l'entourage. Je crois. Oui. Moi, je ne vis qu'avec des filles. Je vis avec une femme. On a 4 filles, on a 6 petits-enfants. Bon, il y a des garçons, mais autour de moi, il n'y a que des filles. Et je pense que leur humeur est différente de la nôtre, quoi. Vraiment. Alors, le côté télévision au cinéma, vous n'avez jamais pris le moindre cours de théâtre ou de cinéma? Mais non. Eh ben non, c'est un drôle de truc quand même. Mais ma grand-mère, il y en a là-dedans, elle avait dit. Non, mais je suis instinctif en fait. Je réfléchis après. Mais dans la radio par exemple, vraiment c'est physique. Il y a une espèce d'excitation quand tu fais de la radio. On ressent ce que les gens ressentent de l'autre côté. On les voit pas, les gens qui écoutent, mais on sent quelque chose. Quand on tourne un film, le premier que j'ai fait, c'était avec Romy Schneider, donc elle était top, parce qu'elle était vraiment complètement disponible. On répétait 50 fois nos trucs et tout. Mais il y a un moment où il faut lâcher, quoi. T'es pas comédien, tu te regardes pas jouer, tu dis ce qu'on t'a dit de dire. Et plus c'est vide, en tout cas dans ma tête, plus ce vide d'un seul coup... apporte un bien-être, et puis après, couper, c'est fini, et donc c'est des drôles de moments, c'est un drôle de truc. Hein. Oui, Romy Schneider, c'était dans La Passante du Sans Souci, son dernier film, et vous êtes retrouvé à Berlin, et le fait de parler allemand, ça vous a permis de passer des moments merveilleux avec elle. On a rigolé, oui, puis je te dis, encore une fois, ça agaçait pas vraiment, mais quand même un peu, Jacques, Rufio et puis Michel, Piccoli, on était à table, et puis nous, on parlait en allemand tous les deux, donc et encore une fois, le mot allemand qui s'appelle Sehnsucht, qui est pas traduisible en français, en fait, l'âme, la recherche de l'âme, ou etc. Donc nous, avec Frau Schneider, c'était juste pour les agacer. On disait, je disais, tu vois, dis-leur bien en allemand, Sehnsucht. Alors elle disait, Sehnsucht. Elle disait, Herr Klein, il a raison, on peut pas traduire Sehnsucht. Vous n'y comprenez rien et tout. J'ai vraiment ri avec elle. Mais honnêtement, je l'ai fait pleurer de rire. Oui, et ça lui a fait du bien parce qu'elle pleurait justement à cette époque-là. Je sais pas si je vais raconter ça parce que c'est vraiment tellement con et tellement gros. On était dans un restaurant, je le dis avec elle, on était dans un restaurant avec Frau Denis, Claire Denis, qui était assistante.
Donc on allait Café chocolat ensuite. Ouais. Donc on allait souvent manger tous les trois le soir. On se barrait à fond les manettes. On buvait des coups quand même, j'avoue. Et Romy Schneider, je lui disais, en allemand, l'addition, s'il vous plaît, c'est die Rechnung bitte. Eh ben, je lui dis, le mec, tu vas voir, je vais lui dire, bon, c'est con ce que je vais raconter, l'arrache-couille bite. Donc là, on comprend, là. Et l'autre, plié de rire. Mais tu vas pas le faire. Je te jure que c'est... Et donc, le gars était là, et moi, j'avais l'air sérieux, je levais la main, et je te jure, c'est con. Je disais, l'arrache-couille bite. Et le gars disait, ya. Imagine Claire Denis, elle et moi, on est donc c'est mon niveau d'humour est assez bas. Oui, mais enfin ça marchait bien. Encore une fois, ça lui fait du bien. Moi, je me souviens d'avoir interviewé Romy Schneider dans les coulisses du Fouquet's après les Césars. Elle s'est mise à pleurer dans mes bras, ce qui est un des grands souvenirs que j'ai. Mais surtout, elle ne se doutait pas que c'était son dernier film, mais elle ressentait que ça allait pas. Bah oui, elle a eu des épreuves terribles quand même avant ce film-là qui avait été reculé. Et puis cette période du tournage, on avait des rapports vraiment amicaux intéressants. On s'enfermait au maquillage où il y avait deux maquillages coiffures. C'était deux mecs vraiment drôles. Et on répétait nos scènes 50 fois, mais on rigolait. En fait, moi, j'avais aucun a priori en me disant c'est Harrison Ford, mettons, j'ai tourné avec lui, ou c'est Romy Schneider et tout. Pas du tout. C'était une femme qui était là, dans ma tête. Il n'y a pas le côté j'ai vu la star et tout. Je sais pas, ça me touche pas. Oui, Harrison Ford, justement, vous avez tourné avec lui en échappant aux gardes du corps. Ben oui, parce que le midi, on voulait aller manger. Donc, on se barrait en courant tous les deux. On discutait, il était en forme. Et il a le même âge que moi. On a 80 ans tous les deux. Et donc, on courait pour aller au restaurant. Et les mecs derrière, ils nous disaient, moins vite. Et en fait, ils étaient armés. Ils avaient des pétards. Mais je leur disais, il faut faire du sport, les gars. Et donc, c'est des détails, mais c'est des détails vraiment drôles, quoi. Et Harrison Ford, quand il rentre à la maison, pas question de parler de Star Wars ou de Indiana Jones, fait la vaisselle. C'est extraordinaire. Oui. Ça fait comme moi. Alors, il se trouve aussi que le cinéma, ça avait mal commencé, puisque Jean Becker vous a proposé un film, et ça s'est très très mal passé, Gérard Klein. Alors, Jean Becker, mais c'est compliqué. Jean Becker, c'est Gérard Hernandez. Gérard, donc il fait toujours des trucs à la télé, qui un jour lui a dit, à propos de l'été meurtrier, Jean Becker cherchait quelqu'un, tu vois, et il lui a dit Gérard Klein. Et donc avec Jean Becker, on avait fait une pub pour des cravates longtemps avant. On s'est retrouvés chez sa vie, en face d'RTL, que tu connais, le restaurant, la femme de Jean Becker, Françoise et moi, on a dîné, on a rigolé, on a bien rigolé. Et le samedi, on a fait des essais avec son frère, Tinou, qui était chef opérateur. Et le lundi, il m'a appelé, il m'a dit, c'est toi. Moi, je lui ai dit, comment ça? Il m'a dit, c'est toi. Et il voulait que ce soit moi qui fasse Pimpon. Alors après, il a fait des essais pour trouver des filles. Françoise et moi, on était contents parce qu'on passait des week-ends chez lui. On avait une douche et tout, parce qu'on faisait du camping à l'époque. On était vraiment contents. Et puis c'est tout. Et à ces essais, assistait Dominique Besniard. Dominique, qui était là. Et il disait à Françoise, il lui a dit, en me regardant, il disait, celui-là, je le ferai tourner un jour. Je te jure, c'est vrai. Moi, je dois tout à Dominique, quand même. Et puis c'est tout. Et puis après, bon, le film s'est fait avec Isabelle Adjani et Alain Souchon. Bon, ben voilà, j'ai pas eu de nouvelles. Sauf que, donc, Dominique Besniard, un jour, Rouffio cherchait quelqu'un, et c'est Dominique qui lui a dit, essayez donc Gérard Klein. Et moi, il m'a dit, attention, il faut un costume pour les essais. J'ai dit, comment ça, un costume? Faut que tu changes un costume. Donc j'ai acheté à Oudan le moins cher possible, un costume moche, tu vois. Je suis arrivé aux essais dans les studios de Boulogne où j'étais il y a 3-4 jours, et il y avait Jacques Rouffio et Claire Denis, Frau Denis, et ils se sont regardés tous les deux, et Jacques, il lui a dit, c'est lui. Et il y a eu aussi Marcello Mastroianni. Ah bah c'est de toutes mes rencontres dans la vie de travail, c'est lui, quoi. Il était généreux, mais drôle. Je sais pas comment vous dire. Vous avez entendu mon humour, l'arrache-couille bite. Oui. Bah lui, il pétait au moment d'action. Tu vois ce que je veux dire? Il était habillé en général, et moi aussi. Il y avait toute une équipe. On était 40-50. Il y avait un vieux machinot, paf, qui lui faisait le clap sous le nez. C'était plein de vieux. On tournait en Italie. Des vieux potes à lui. Je jure que c'est vrai. Bon, pardon de raconter ça. Et il me regardait, et il pétait. Oui. Et on commençait la scène, tu vois. Donc le jeu, lui et moi, c'était que on essayait de faire rire l'autre. Oui. Mais moi, je rigolais pas. Puis donc, je faisais pareil, hein, quand même. Et donc, le soir, on mangeait des pois chiches. Voilà. Et il me disait, regarde, c'est ça, l'Italie. C'est con, hein. Il voulait vous déstabiliser. Ouais, mais vraiment tellement gentiment.
Ah ouais, j'ai jamais vu un monsieur aussi. Alors il draguait la charcutière, on était dans la charcuterie, il me disait regarde. Puis il disait genre je drague, mais pour me faire rire, tu vois. C'est extraordinaire, M. Yanni qui te fait un sketch alors que t'es rien, quoi. Et vous avez refusé de tourner avec Costa Gavras, je crois. Non, mais j'ai pas refusé à cause de lui. C'est simplement qu'à l'époque, il y a des moments où t'es pas bien en avion, mais j'étais vraiment pas bien. Je voulais pas y aller. Je regrette pas, mais bon, c'est vrai que c'est bête. Et aussi avec le Bosch, comme disait Frau Denis il y a longtemps. Dans Wim Wenders, oui. Je devais faire le français. Oui. Et puis je l'ai pas fait, j'ai pas pris l'avion. Mais je regrette pas du tout. Non, et puis vous faites d'autres choses. Oui, non, je regrette pas. Et on va en parler justement avec une date très récente, le 3 avril 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Gérard Klein. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, un invité de légende, Gérard Klein. On a parlé de la radio, de l'Instit pendant 12 ans. Et puis le retour de Gérard Klein pour ses 20 ans et 4 fois plutôt qu'une, avec un projet étonnant. Gérard rêve encore, c'est-à-dire c'est un livre et un CD. Et vous avez fait ça pour le plaisir et pour votre petite fille, Gérard Klein. Alors voilà, l'histoire a commencé comme ça. Nous avons donc 4 filles, 6 petits-enfants. Et la dernière, Frida, donc elle a 10 ans. Et moi, je lui disais, mais tu te rends compte, quand tu auras 10 ans, elle n'avait pas encore 10 ans, moi j'aurai 80 ans, quand tu auras 20 ans, j'aurai 90 ans. Oh, t'as raison, Pépé, elle me fait. Du coup, j'ai fait une toute petite chanson qui fait 4 filles, 6 petits-enfants. Elle intervient au milieu, 1, 2, 3, elle compte, et à la fin, elle dit, t'en fais pas, Pépé, etc., etc. Et puis quand j'ai fait ce truc-là, je me suis dit, mais au fond, je pourrais continuer à raconter pas vraiment ma vie, mais des moments marrants, quoi, de mon existence avec des petites chansons, parler de ceci et de cela. Et je l'ai fait. Et j'ai appelé mon deuxième conseil, donc Hugo Frey. J'ai raconté tout ça à Hugues, Frida, la petite chansonnette et tout. Et c'est lui qui m'a dit vraiment, qui m'a dit fais-le pour ta famille. Ah, mais j'ai dit c'est bien ça. Un CD t'en vendras pas. Il me dit personne en vend. De toute façon, ne casse pas la tête. Mais fais-le pour ta famille. Du coup, je me suis dit famille agrandie. C'est-à-dire tous ces gens, vous tous, c'est grâce à vous qu'on vit, hein, nous. Donc je l'ai fait. Voilà. Ce livre existe avec ce CD à l'intérieur. Gérard rêve encore. Et c'est justement le titre d'une des chansons que vous interprétez. J'ai pensé à un truc d'enfer pour faire plaisir à la grand-mère. Un spectacle un peu rock'n'roll avec des cuivres et des banderoles. J'écris banderole avec 2 ailes. Bah oui, avec 2 ailes. Pour qu'elle s'envole. Je me demande si c'est bien raisonnable d'attaquer une tournée mondiale avec les Stones et les Beatles. Je les sens pas trop. Voilà. Je serais mieux tout seul. Ouais. Voilà. Vous aviez fait des disques de chantier et là c'est autre chose. Dans toutes les radios, j'ai fait un disque qui n'a jamais marché. Oui. Puisque quand j'étais à RTL, j'avais fait « Si vous avez, madame, un peu de vague à l'âme, appelez-moi ». Évidemment, à RTL, je n'osais pas le passer quand même. Mais Europe et France Inter, évidemment, ils ne vont pas le passer. Le gars, il est à RTL. Et donc, j'en ai fait un à Europe. Pareil, à France Inter aussi. Mais j'aime bien chanter, en fait, je chante tout le temps. Alors, vous avez fait des paroles et vous aviez un copain pour faire les musiques, Jean-François Perrier. Alors, Jean-François Perrier... Jean-François, c'est le frère de Dominique. En fait, il y a une petite erreur. Le CD qui est là, le livre, normalement, il est vendu sans le CD parce que c'est un petit échantillon. C'est les échantillons comme les échantillons de parfum. C'est hors commerce. Et donc, Dominique Perrier, je l'ai rencontré par son frère, que j'ai rencontré à Ruffec, en signant ce petit bouquin dans un espace culturel Leclerc. Et c'est lui qui m'a dit, mais mon frère, il habite pas loin de chez toi. Donc Dominique Perrier, il avait fait Space, en français c'est Space Art, en anglais c'est Space Art, ça fait vachement bien. Et ça avait fait un carton dans les années 70, 3 millions vendus. Et donc Dominique fait les musiques. Ah. On est un peu feignant des fois, donc on va pas vite. En tout cas, c'est fait. Et surtout, il y a des pages avec des photos, des textes. Et vous racontez votre grand-père avec une photo qui aurait presque 100 ans aujourd'hui, Gérard Klein. Devant le garage. Oui. Ouais, mais c'est ça. En fait, je vais faire un spectacle. Ce livre, c'est le petit livret du spectacle. Quand j'aurai fait le spectacle, cette photo, elle sera projetée évidemment sur la scène. Mais moi, je veux un petit garçon qui va sortir du décor du garage, qui est moi, auquel je vais parler pendant le spectacle et qui va me raconter mon grand-père. C'est un spectacle, ça. Mais bon, il faut que je trouve maintenant le producteur, on va dire. Et puis quelqu'un pour écrire, pour aller plus loin. Il y en a beaucoup plus dans 2 ou 3 cerveaux que dans un seul. Oui, mais en même temps, un spectacle, ce serait encore nouveau pour vous. Ah mais ouais, mais je veux le faire. Hein.
avec l'INA, tous les documents qu'on peut avoir derrière projetés, on peut faire un truc. Je connais un gars, il s'appelle Pessi, c'est un gars qui bosse à la radio, et lui, c'est un super démerde pour trouver toutes les archives du monde. J'en ai entendu parler. Ah ouais. Alors, ce grand-père était quand même très particulier. Et un jour, il y a un baron qui vient le voir, et il le jette. Alors, il était en train de déjeuner à midi, et puis un monsieur très bien habillé, c'est ma mère qui m'a raconté, très bien, qui arrive, qui dit voilà, excusez-moi, mais vous faites partie, je suis en train de recenser tous les gens de la famille d'Ostenay, puis plus loin S-T-E-N-A-Y, il s'appelait d'Estenay, et vous en faites partie, vous êtes, je sais pas quoi, quelle lignée, quel machin. Bon, il l'a envoyé sur les roses, il lui a dit c'est bon, on est en train de manger et tout, donc on ne saura jamais si j'ai des origines d'Ostenay, tout à fait, c'est bête, hein, mais il a bien fait. Il avait ce garage, d'ailleurs, vous serviez l'essence qui n'a rien à voir avec les pompes d'aujourd'hui. Ah, mais quand je vois des gens âgés, j'arrête de dire vieux, parce que sur le dictionnaire, vieux, c'est quand on est en mauvais état. Âgé, c'est quand simplement on a de l'âge. Donc je vais dire âgé maintenant. Et l'essence, quand on la servait, c'était une pompe. On pompait comme ça, et il y avait 2 grands bocaux en verre transparent, haut au-dessus, et ça faisait ding, 5 litres. Ça coulait et tout. Magnifique. Mais il faut vieillissez. Si vous avez un truc à faire dans la vie, un truc vraiment intéressant, vieillissez. Faites-vous des valises, faites-vous des souvenirs, et faites aux autres, dans votre entourage, les petits-enfants, des trucs, faites-leur des souvenirs, des situations, des moments inoubliables, des petits trucs bêtes, quoi, des détails. C'est vrai. Après, on se souvient de détails. Et c'est vrai que dans Gérard rêve encore, il y a beaucoup de détails, et il y a des souvenirs, notamment celui de votre père. J'ai piqué un peu de fantaisie dans les chromosomes de mon père. Et j'ai gardé les crises de rire de ma grand-mère. Les 12 assiettes de l'héritage sont au placard depuis des lustres, pas de contentieux. Il y a une photo de votre père, justement, dans le livre. Bon, votre père, ça n'a pas été très simple avec vous. Non, mais c'est parce qu'on ne le voyait pas beaucoup. En fait, j'ai une cousine qui est venue en vacances une semaine, Janine, qui est extrêmement drôle. Je pense que c'était la fille la plus drôle du monde. Quand on était petit, elle était marrante. Une semaine, elle est restée en vacances. Elle est partie et elle a dit à ma mère: vous direz bonjour à mon oncle. Elle l'a pas vu pendant une semaine. Ben non, parce que les postes de radio, quand il les avait réparés, il allait les livrer tard. Et donc, il rentrait pas. Il est mort à 57 ans d'un apéritif jaune. Oui. C'est con. Hein. Et ma mère, elle est morte à 106 ans. Donc, j'ai pas fini de vous emmerder, là. J'espère bien. Alors, justement, vos lectures d'enfance, c'était Black le Rock, je crois. Ben, c'était des bandes dessinées. On n'était pas d'un milieu... très élevé, je sais pas, non. C'était des bandes dessinées. Alors, il y a eu, évidemment, Pilote. Pilote, au début, Spirou. Mais Black le Rock, c'était top. Et vous savez qu'il y a une histoire, c'est-à-dire que c'était dans un immeuble de Sage Édition à Paris, et puis Sage Édition ferme, et les archives vont être jetées. Et la veille au soir, il y a quelqu'un qui vient et qui dit « Je prends les archives ». Le gardien l'a reconnu, il lui a dit OK. Il est parti avec toutes les archives, c'était Eddie Mitchell. Il a vu le tuyau, il a tout embarqué, les originaux. Va très très bien. Il a bien fait. Bon, il a bien fait. Écoute. Exactement. Ouais. Et puis il y a une autre émission de télévision très importante pour vous, je crois qu'il y en a eu 500, Gérard Klein, c'est Va savoir. Et vous l'évoquez dans ce livre à travers Haroun Tazieff. C'était le premier tournage, on était dans le Cantal avec des petits enfants du Cantal, et il a bien voulu venir pour parler évidemment des volcans d'Auvergne et des volcans du monde. Il était pareil, c'est un monsieur exceptionnel, quoi, exceptionnel. Et il se trouve que cette émission, il y a eu 500 je crois, émissions, mais surtout, l'idée est née en pleine nuit, vous êtes réveillé, Gérard Klein. Ben, en fait, je faisais l'instit déjà, et je me disais, c'est une fiction, alors c'est bien, ça plaît, tout le monde est content, mais pourquoi est-ce qu'on n'emmène pas des vrais enfants, pas des comédiens, voir des vraies personnes? Parce que moi, j'ai toujours été, quand je faisais de la radio, j'essayais toujours de faire une tournée, entre guillemets, pour aller à Europe. Je faisais des émissions dans la salle de bain des gens, chez les gens, en disant « Non, c'est super, t'as refait ça ?» Ouais, j'ai refait la salle de bain tout seul et tout. J'aime les gens, en fait. Et là, je me disais, ça serait marrant quand même, on irait voir des artisans, etc., etc. Personne n'en a voulu, jusqu'à ce que Jean-Marie Cavada, donc, m'appelle, et il a pris la 5e, et il m'a dit « Tu ferais quoi, toi, si je te disais, tiens, fais ce que tu veux ?» Je lui ai dit « Va savoir ». Instantanément, il a dit oui, et c'est la première fois que j'ai vu une personne de la télévision avoir de l'enthousiasme, tu vois, dire etc., etc. Et ça a très bien marché. Ah oui. Surtout, j'avais mis la musique des Beatles tout le temps. Je peux le dire maintenant. On m'a dit, t'as les droits et tout. Oui. Évidemment, j'ai dit. Oui.
Jamais. Ben, je sais pas. Il y a prescription de toute façon. Ouais, voilà. Et les enfants, justement, ils sont présents dans cet album et dans ce CD. Quand les enfants sont grands, on garde à la maison un bordel pas possible, des bouquins, des cartons, des vieux jeans, des pulls et des baskets. Vous savez, les enfants, il faut faire des études. Eh oui, c'est un peu chiant, c'est une servitude. Eh oui. C'est une servitude. Exactement. Mais c'est vrai que les souvenirs des enfants, la nostalgie, ça vous touche aujourd'hui, Gérard Klein? Bon, ben oui, le livre, il est nostalgique, oui. J'ai un copain qui m'a dit, oh, c'est bien, c'est de la joie égoïste. Oui. C'est bien résumé. Hein. Oui, les enfants, bah oui, les enfants, c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que quand les enfants s'en vont, la maison se transforme. Il y a beaucoup de gens plus âgés qui en parlent un petit peu. Ça se vide une maison. Voilà. Vous évoquez aussi la Bougnate, qui a un double sens. C'est à la fois un restaurant et c'est surtout le surnom de la femme de votre vie. Alors voilà, Françoise, elle avait un cousin et une cousine, mais Jean Jarry, c'était son cousin extraordinaire. Jean, il était marchand de vin à Bougival avec sa femme Jeannette. Donc c'était un grand Auvergnat avec une cotte marron, comme une salopette marron. Il était extraordinaire. Il ouvrait une bouteille, il disait « On n'est pas obligé de la finir ». C'est bien, non? Et donc Jean, il appelait Françoise ma Bougnate, féminin de Bougna, ça n'existe pas. Et quand Françoise, c'est elle qui a tout fait, les travaux, tout ça, la Bougnate. En Auvergne? Donc voilà, en Auvergne, on l'a appelé la Bougnate en disant à Jean, voilà, il était ému. Et en Auvergne, vous avez réalisé votre rêve, c'est-à-dire vous occuper d'animaux, des vaches. Voilà. Et j'ai réussi ça. En fait, mes ambitions quand j'étais petit, je voulais vraiment élever des vaches. C'est un drôle de truc quand même. Je trouve que c'est un animal attachant. Bon, malheureusement, moi, je les élevais pour la mort, puisqu'on faisait de la viande. Mais c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Et je l'ai fait en leur faisant manger de l'herbe, ce qui est quand même assez surprenant. Ah. Eh ben, elles ont dit oui, elles ont mangé de l'herbe. Un drôle de truc, hein. Et puis, ce qui est important pour vous, justement, et vous le chantez aussi, c'est la famille. La famille, c'est comme un immeuble, une copropriété. Papa, maman, cousin, cousine, tata, tonton, pépé, mémé. C'est vrai que la famille, pour vous, c'est essentiel, et c'est plus que jamais essentiel, Gérard Klein. Oui, il a fait un rock, Dominique, là. Oui, dans les métiers, il y a une petite chansonnette qui parle de Chiara, la fille de Mastroianni, enfin, qui parle de... Dans ces métiers-là, on peut être grand-père, mais pas papa. C'est-à-dire que souvent, on est parti pour tourner. Moi, je connais des gens, bien sûr, qui tournent encore. Et un jeune garçon, chef opérateur, ça me disait hier, bah tiens, il est rentré, il a tourné pendant 1 an, pratiquement 1 an. Mais 1 année sans être chez soi, alors peut-être que tu reviens un week-end ou un truc comme ça, mais quand même, c'est des métiers qui isolent de la famille. C'est pas forcément très difficile à faire comme métier. Mais humainement, c'est dur. Donc on va se retrouver si vieux, on a la chance d'être grand-père, c'est top. C'est top. Alors, si celles et ceux qui nous regardent sur YouTube, sur notre chaîne YouTube de Sud Radio, et ils sont nombreux, vous voient, ils découvrent que vous portez la même chemise que sur la couverture du livre Gérard rêve encore. Je l'ai fait exprès. Ouais. Ouais, elle est bien, hein. Puis alors elle est chaude. Et la chaleur humaine est complémentaire. Ce livre, on peut l'avoir par Internet. Il y a un site, gérardrêveencore.fr. C'est le seul moyen de se procurer, et je suis sûr que celles et ceux qui vous aiment se le procureront. Parce que vous avez fait ça pour le plaisir, finalement. Exactement. Et l'avenir pour le plaisir, Gérard? L'avenir, c'est continuer. Continuer avec peut-être toujours une petite valise de souvenirs, mais c'est surtout continuer à inventer, avoir des idées à la con, quoi. Voilà. Mais des idées, justement, le spectacle peut être la prochaine idée. Alors le spectacle, j'y compte bien, mais vraiment, il me manque une personne pour écrire et comment je dirais, pour m'aider, en fait. Tout seul, on peut rien faire. Vous n'avez jamais rien fait tout seul, vous avez toujours fait avec les autres. Exactement. C'est les autres qui m'ont déclenché, puis après j'ai fait avec d'autres. Voilà. Gérard rêve encore sur le site gérardrêveencore.fr pour se le procurer. Et je suis sûr que celles et ceux qui nous écoutent sont nombreux et à vous retrouver au micro et à se procurer ce livre qui est un petit bijou de souvenir. Oh, merci. Merci Gérard Klein. On se connaît depuis 50 ans et vous n'avez pas changé. Oh, arrête, je dors bien. Voilà. Non, mais c'est vrai, j'ai rien. Tout le monde me demande. En fait, je dors bien, je répète, je ne suis pas en colère. Je suis pas en colère. Voilà. Colère. Oui, exactement. Non, vous êtes très bien comme ça, continuez. Et merci. vous aussi. Hein. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.